on peut rien en dire. Alors, quelqu'un qui dirait c'est de la foutaise, il ne serait pas scientifique. Être scientifique, c'est dire je ne peux rien en dire. Par contre, au niveau par exemple, il y a eu une analyse qui a été faite un peu vieille, mais tant pis, sur les pays européens, et moi j'ai trouvé ça amusant, pour savoir finalement qui c'est qui pense avoir eu un contact avec des défunts, suivant les pays. Eh bien, le premier pays européen, à 41%, c'est l'Islande. L'Islande, les Islandais sont des gens qui pensent que finalement, parler avec les défunts, c'est pas trop un souci pour eux. Déjà, ils parlent avec les elfes, les gnomes, etc. Donc bon, les défunts, ça fait un petit truc en plus. Après, de suite après, vous avez les Italiens à 34%. Ce qui m'a surpris, c'est les Allemands à 28%. Dans ma cartographie culturelle, moi, je les aurais mis comme étant des matérialistes invétérés. Non, non, ils sont même avant les grands Bretons, les Anglais, qui eux disent 26%, et l'Allemagne est en 28, pardon, et la France 24. La Belgique 18, puis après tout le reste, on va pas tous les taper. Mais la France 24, j'ai trouvé pas mal pour un pays qui a coupé la tête d'un roi, de l'Église et je ne sais quoi encore, parce qu'on est quand même très laïque et on est un des rares pays à être si laïque que ça. Ouais, il y a quand même 24 personnes, 24%, pardon, qui disent ça me parle. Et quand les personnes disent ça me parle, c'est sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est au moment où la personne décède et les quelques semaines qui précèdent ce décès. Là, on a des expériences qui sont absolument bluffantes. Et je garde mes mots bluffantes parce que je fais partie des individus à qui c'est arrivé, et donc ça m'a bluffé. Mais ce n'est pas seulement pour ça, c'est simplement parce que on est bien obligé, à un moment donné, quand il y a un grand nombre de personnes qui parlent, qui nous disent des choses, on ne peut pas faire comme s'ils disaient rien. Vous voyez? Alors, je sais que certains scientifiques font comme s'ils disaient rien, mais nous, ici, on ne va pas faire ça. On va vraiment se poser la question, on va se dire, mais s'il y a un phénomène qui se répète, s'il y a un nombre X de personnes qui racontent la même histoire étant, j'ai un vécu subjectif de contact avec un défunt, on peut se dire, d'un point de vue de la psycho, il y a quelque chose derrière. Après, on verra si c'est quelque chose derrière, si c'est pathologique ou pas. C'est une autre question. Mais restons un peu sur ce que les gens voient. Eh bien, très rapidement, et il y avait un prêtre que j'adorais qui s'appelle François Brune, qui est décédé, mais qui était un prêtre qui était magique, puisqu'il travaillait sur l'enregistrement des défunts à partir, à l'époque, vous savez, on avait des vidéocassettes, des choses comme ça, et il enregistrait les voix des défunts, et l'Église ne l'a jamais foutu dehors. Pas fou ça? L'Église, quand même, on se dit, quand même, ils sont sérieux, ces bonhommes-là. Ou alors ils sont complètement déjantés. En tout cas, ils l'ont jamais mis dehors. Et il en a dit des choses. J'ai eu la chance de participer à plusieurs conférences avec lui, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse. Il était adorable, ce monsieur assez âgé. Et il racontait des choses absolument étonnantes. Des choses étonnantes et en plus des choses belles. Parce que le contact avec les défunts, c'est souvent des choses, quand on a passé le cap des premiers jours et des premières semaines, où c'est vraiment le cap, la personne décédée dit à l'autre, je suis encore vivante, en gros, je fais simple, hein. Il y a une odeur, il y a un bruit de fond, il y a un visage dans un moiré d'un volet, il y a plein de choses comme ça et là, la personne qui est endeuillée, elle est face à un problème qui est quand même pas des moindres. Elle se dit, soit je suis devenu fada, la chose est réglée, je vais aller me présenter en hôpital psychiatrique, soit je suis pas fada. Et il y a une chose qu'on a repérée, je dis on, parce que par exemple, Patricia Serin, qui a beaucoup travaillé à l'INRES, qui a beaucoup travaillé avec Stéphane Alix, dit la chose suivante, et elle a raison, je le repère aussi en soins palliatifs, c'est que les gens qui disent ça, en même temps nous disent c'était merveilleux,
C'est-à-dire qu'il y a un vécu subjectif en plus de bonheur. Alors vous allez me dire, bah, c'est normal parce qu'ils rencontrent leurs proches décédés, mais rencontrer un proche décédé, ça peut faire peur, ça peut étonner, mais quand ça vous laisse un goût à l'intérieur de vous de bonheur, ça, pour moi, c'est une trace qui est incommensurable. C'est la trace que j'avais travaillée dans les EMI, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Bien, le fait que fondamentalement, on est peut-être sur cette terre pour quelque chose, pas simplement pour baisser ou monter le chauffage. En ce moment, on est très préoccupé par le chauffage, et il y a quelques années, on était très, très préoccupé par des charges virales. Je crois qu'on nous occupe de choses qui, en fait, on s'en fout. Parce que fondamentalement, on est là pour autre chose. Mais j'ai quand même baissé le chauffage. C'est important quand même. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que après ça, après les temps, parce que est-ce qu'on peut avoir un signe 2 ans après? Ben oui. Ça, c'est dans la littérature, on le retrouve. Il y a des gens qui ont des signes. Et généralement, quand c'est à longue distance comme ça, c'est des signes protecteurs. Ça, c'est très marrant. Qu'on retrouve ça aussi dans toutes les grandes cultures. À un moment, la personne décédée, c'est comme si elle prenait un petit peu la place de ce qu'on appelait avant dans l'Église les anges gardiens, et elle nous prévient de quelque chose. Mais elle nous prévient vraiment. Il y a des histoires qui sont absolument étonnantes de gens qui ont été prévenus, et pas forcément des gens fada, comme on dit dans le Sud. Des gens sains d'esprit, comme vous, comme moi, ça je sais pas, mais comme vous en tout cas. Donc, ça, c'est assez phénoménal. Et après, il y a le, le, le vécu subjectif des contacts avec le défunt symbolique. Ah, celui-là, je l'adore. C'est pas pour rien que je suis au point rose. C'est quand, par exemple, une maman tombe sur un point rose. Alors, bien sûr qu'elle peut dire, tiens, ce point rose, c'est Calamari qui me l'envoie. Et puis, elle peut cheminer avec ça. Alors, au départ, elle va cheminer en disant, effectivement, c'est Calamari. Non, on s'en fout que ça soit vrai ou pas. C'est comme ça. Et bien, voilà, point. On va faire de la phénoménologie un peu. C'est le Dasein qui est jeté là. Et s'il y a un point qui est là, et que Calamari est décédé, et c'est qu'il y a un lien. Et l'important, c'est que la maman ou le papa, ou quelqu'un d'autre, fasse le lien. Une fois que le lien est fait, ça se répète dans l'espace et dans le temps. Alors ça se répète, mais c'est pas toujours le même point, heureusement, parce que ça nous ferait un petit peu peur. Donc après, c'est laissé à l'appréciation de l'humain. Alors je suis désolé, Nathalie, je prends ton exemple, c'est peut-être pas très gentil, mais comme tu es une humaine adorable, je vais continuer avec. Et j'adore. Prends mon exemple, surtout. Donc je continue. Alors l'humain va nourrir ça. Alors le psy va dire attention, c'est dangereux. Alors, je ne parle pas du psy moi, hein, je parle du psy lambda qui se dit ben non, au lieu de faire le travail de deuil, cette maman s'enferre dans une croyance. Et comme le dit, je suis content que je ne suis pas le seul à le dire, Patricia Serin et d'autres, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a des signes ou qu'on croit avoir des signes qu'on ne fait pas le travail de deuil. Et j'en veux pour preuve justement cet moment dont on parlait, qui, au fur et à mesure des années passant, il y avait toujours des points roses, il y a tout le temps des cœurs roses. Alors, c'est étonnant quand même cette histoire. À un moment, je me suis dit, peut-être son inconscient va peindre une pierre. La théorie tenait mal quand même. Je me suis dit, ça ne marche pas. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'elle attire à elle autant de points roses? C'était mon hypothèse de base. Et en fait, elle n'attire pas à elle des points roses. Je vais être plus fou furieux. Hein. Elle les fabrique.
on reviendra sur le elle et Carla, parce que je sens que ça peut déranger aux entournures. C'est-à-dire que Monsieur Guillemin, qui est docteur, qui n'est pas docteur en médecine, mais en physique, qui travaille beaucoup sur la quantique, nous rappelle que le vide n'est pas vide, il est plein d'informations. Et donc, moi, en psychopatho, en psychologie, je sais que l'être humain, c'est avant tout un être informatif. C'est quelqu'un qui informe. Alors, il s'informe du dedans, il pense, et puis il peut s'informer du dehors, il lit, il écrit, il parle, hein, c'est tout le développement de l'Homo erectus, le sapiens sapiens, etc. Et on sait maintenant que nous sommes peut-être venus d'une espèce de grand singe, très certainement, mais que ce n'est pas si simple que ça. On n'est pas venu en droite ligne. Il y a eu des croisements. On a été croisé avec les australopithèques, par exemple. Le sapiens sapiens, il est agressif. Le sapiens sapiens, il est dévorant. Hein, vous avez des hommes comme ça. Vous les croisez dans la rue, vous dites, oh, il va me taper celui-là. Ben, c'est le sapiens sapiens, c'est le Cro-Magnon. Et puis vous avez l'australopithèque, et lui c'est Woodstock, vous voyez. L'australopithèque, c'est l'hippie du coin. Il est là, il rêve, un peu comme les Australiens dans The Dreaming Time, alors les vrais Australiens, hein, c'est-à-dire les aborigènes, ils voyagent dans le rêve. Et en me disant ça, je me dis, imaginons, puisque les aborigènes voyagent dans le rêve. Je vous rappelle que c'est des vraies études. Hein. Les aborigènes disent, j'ai rêvé de tel endroit, nous allons aller à tel endroit, car nous allons rencontrer une autre tribu ou d'autres frères et sœurs. Et ils le font et ça marche. Ça marche tellement que les ethnologues, etc., en font vraiment des thèses. Hein, c'est pas... Et je me dis, si on peut se balader dans les rêves, ça peut donner quoi? Et je me rappelle de Jung, c'est Jung, qui nous dit, quand on rêve, il y a des choses importantes. Ce qui se passe, c'est que ça reformule. Je vous rappelle les 4 phases du rêve. La première, c'est on s'endort. La deuxième, c'est un rêve on va atteindre le sommeil paradoxal, où là, il va y avoir une production du néocortex, donc une production de rêverie, et puis le sommeil profond, et puis on recommence de l'autre côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on s'arrête là, eh bien, on est dans un paradigme comme peut l'être un euro comme M. Lodgier ou d'autres qui disent que finalement, fondamentalement, tout ça, c'est une histoire de cerveau. C'est une histoire de cerveau. On sait que si on dépolarise à moins 3 millivolts le gyrus angulaire gauche, je vais donner à l'être humain la sensation d'une OBE. OBE, c'est Out of Body Experiences. Je vais donner, il va avoir l'impression de faire quelque chose de magique. Il va dire, j'ai fait une sortie astrale. Hein, mais non. Et puis, il y a d'autres zones du cerveau qu'on peut stimuler, non stimuler, et avoir des choses qui ressemblent à ce que racontent, par exemple, des expérienceurs, comme le tunnel, comme d'autres choses. Et donc, il y a certains scientifiques qui disent, donc, on n'a pas la preuve, ils ne sont pas cons à ce point-là, ils disent, on n'a pas la preuve, mais on a des pistes qui nous amènent à penser que le cerveau, quand même, est un support assez important pour toutes ces choses-là. De l'autre côté, vous avez d'autres chercheurs, parce que les chercheurs cherchent, et quelques-uns trouvent, mais on est payé pour chercher, pas pour trouver. Et donc on cherche, et quand on pose des questions comme ça aux gens, quand on essaye de travailler avec eux, on s'aperçoit qu'effectivement, des fois, on voit que le cerveau ne fonctionne pas, et pourtant il se passe des choses. Ça, c'est étonnant pour nous. Parce que pour nous, dans notre système de pensée, en Occident, si le cerveau ne fonctionne pas, il n'y a pas d'information. C'est le cerveau qui donne des informations.
si si j'enlève certaines parties de votre cerveau, je peux enlever les parties où vous avez une réception de la douleur ou des choses comme ça. Ça peut arranger, mais c'est très dangereux. Mais donc, il y a des gens qui vont dire, mais si finalement le cerveau n'était pas le créateur de ces choses-là? Je vous rappelle, le paradigme moderne, c'est si je parle à un défunt, si je rencontre quelque chose qui ne va pas dans la physique dite newtonienne, donc dans la physique que nous connaissons tous, eh bien, c'est que il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'émetteur qui va pas. Et là, on va interroger les psys. C'est comme ça qu'on nous contacte, nous. On nous dit, voilà, on a un monsieur, il est très gentil, il est très très gentil, il ne mord pas, et il a perdu son enfant il y a quelque temps, et il nous dit qu'il le voit à des moments. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui a un deuil pathologique? Ça, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Je dois déterminer, moi, en tant qu'expert, parce qu'on est une société d'experts. Hein. Si vous n'êtes pas expert, ce n'est pas la peine. Donc, moi on m'a dit que j'étais expert, donc j'étais content. Je suis expert, donc. Alors, je suis expert du fait que je sais ce qu'il y a dans la tête des gens. Ça s'appelle une supercherie, quand même, ce que je viens de vous dire. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans la tête des gens. Par contre, ce que je sais, c'est que quand quelqu'un hallucine, donc une hallucination, donc quelqu'un qui voit quelque chose qui n'est pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, ça n'est pas être. Eh bien, je sais que cette chose-là, elle est bizarre parce que quand on hallucine, c'est une hallucination en propre, c'est idiosyncrate. C'est-à-dire que si moi j'hallucine quelque chose, eh bien, vous allez halluciner d'autres choses. Or là, on a quand même une population qui hallucine les mêmes choses. Donc il y a un truc qui ne va pas. On ne peut pas dire qu'ils hallucinent. On a 20% de la population mondiale, ou du moins européenne et américaine, ce qui fait quand même pas mal, qui nous dit, quand quelqu'un meurt, je le vois. Et moi qui travaille en soins palliatifs, un truc encore plus fou, c'est qu'avant de mourir, alors vous êtes dans un lit, hein, en palliatif, c'est toujours, on vous a bourré de médoc, pas trop quand même, j'espère. Et à un moment où vous allez dire au médecin, au psy, à l'infirmière, oh, je vois Tati Germaine. Et là, le médecin, le psy, où il va se retourner, il va dire, il n'y a pas Tati Germaine dans la chambre. Et alors, soit vous avez affaire à une équipe qui n'est pas trop couillonne et qui dit, bon, on va appeler du doigt ou quelqu'un d'autre, soit vous êtes avec des frappadingues, il y en a, hein, qui disent, il a trop de morphine, il délire. On va enlever les frappadingues, c'est une fatigue. Dans plusieurs centres de soins palliatifs, moi je suis en contact avec la plupart en France, en plusieurs centres de soins palliatifs, si ce n'est quasi tous, on connaît ce phénomène. On sait très bien que quand quelqu'un va passer de vie à trépas, de manière lente, c'est-à-dire avec une maladie qui est létale possiblement et qui est en longueur, eh bien, ce quelqu'un-là, avant de mourir, quelques jours avant, il va nous parler de quelqu'un qui vient le chercher. Moi, je trouve ça trop merveilleux. Et alors, j'ai une copine qui est encore plus flinguée, mais elle est québécoise. Donc peut-être c'est pour ça qu'elle est un peu plus... Elle a fait carrément un livre sur les gens qui sont morts d'une mort violente. Parce que la plupart des bouquins, c'est des mecs comme moi, c'est des morts douces. Ben, entre guillemets, je mets douces. C'est-à-dire des morts lentes. Mais qu'est-ce qui se passe quand on meurt d'une mort violente? Est-ce qu'on sait qu'on est mort? On en vient à se poser des questions comme ça, quand même. Et à l'université, hein. Encore cet après-midi, j'avais un cours en psychosocial et je leur dis, mes petits loups, c'est comme ça que j'appelle mes étudiants, ils aiment bien, mes petits loups, quand même, tous les matins, vous vous réveillez et vous n'êtes jamais surpris
que ce soit la même identité qui soit là. Là, il y en a certains qui m'ont dit, Monsieur Dubois, il faut faire une pause. Mais c'est vrai. Toutes les nuits, on est dans le sommeil profond. Le sommeil profond, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'identité. Il n'y a plus d'équipement. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de corps. Il n'y a plus rien. Et tous les matins, moi, quand je me réveille, je ne sais pas vous, je n'ai pas ouvert les yeux que déjà je sais que je suis Éric Dudois. Voire même, je sais que ma journée va être une journée de merde. Parce qu'en un quart de seconde, tout vient. Tout. Et alors, je n'ai pas fini mon café, je n'ai même pas commencé, que tout arrive. Eh bien, qu'est-ce qui fait que cette information est toujours là? Comment l'information de mon individualité, l'information de mon identité peut supporter le fait que je traverse le blackout le plus total? C'est une expérience qu'on fait tous. Hein. Et c'est pour ça que je ne suis pas étonné quand quelqu'un me dit eh bien, j'ai vu mon fils, etc., parce que ça me semble naturel et normal. C'est le contraire qui me semble anormal. Ça me semble normal. Moi, quand j'aime quelqu'un, généralement, je pense à lui. Ça vous arrive vous aussi? Et alors, il y a deux modes de pensée. Il y a le premier mode, c'est je pense à lui parce qu'il me manque. Là, je vais déprimer. Je connais, je sais où ça va m'entraîner. C'est l'équipement, c'est ma tête. Ma tête va dire, il manque tel, oh, je manque, oh, le manque du manque. Oh. Et puis bon, ça a donné les poètes, c'est très joli, Lamartine, un seul être vous manque, la terre est dépeuplée. Mais Lamartine, il était con. Parce que c'est pas vrai. Quand un être vous manque, tout est peuplé. C'est tout le contraire. Mais il ne savait pas, lui, Lamartine, il était préoccupé par sa tête. Quand quelqu'un vous manque, descendez dans votre cœur. Comment on descend dans son cœur? Facile. On respire. On respire et on arrête le flot des pensées. Alors, on ne peut pas l'arrêter totalement, mais on peut le ralentir. Et quand on le ralentit, on s'aperçoit qu'il se passe des choses toutes nouvelles. Les choses toutes nouvelles, elles sont bêtes. Hein. Elles sont toutes bêtes. Alors, vous en avez certainement fait l'expérience lorsque vous avez eu peur d'une très mauvaise nouvelle. Un médecin qui vous dit « Ouh, madame, il va falloir passer un scanner ou je ne sais pas quoi, parce que peut-être que… » Et puis finalement, le scanner, il n'y a rien. Et là, vous croisez un brin d'air, vous avez envie de lui faire un bisou. L'empathie, c'est contagieux. Et l'empathie, ça se cultive. Et alors, c'est assez étonnant, ces choses-là, c'est que lorsque on est ouvert à l'information, l'information arrive. Moi, je suis né dans un siècle, je vous promets que c'est vrai, il n'y avait pas de téléphone portable ni d'Internet. Tout ça. Il n'y avait rien, quoi. Et nous tous, on pensait que on n'était pas bien parce qu'on manquait d'informations. Non, je vous jure que c'est vrai. Hein. Et on a inventé, enfin, et puis surtout les militaires qui ont inventé Internet d'ailleurs, on a inventé tout ça. Et maintenant, on dit, putain, on va crever parce qu'on a trop d'informations. C'est le canal de Shannon qui est obturé. C'est-à-dire qu'il faut de l'information, mais pas trop. Et vous voyez, chez une personne psychotique, ou alors une personne qui aurait un petit souci ou qui veut vous raconter des histoires, généralement, il y a trop d'informations. C'est un petit truc que je vous donne de psy. Quand il y a trop d'informations, ça ne va pas. Quelqu'un qui vous raconte un rêve et c'est cohérent du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas un rêve. Un rêve, ce n'est pas cohérent. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui est allé dans la cacha ou je ne sais où, ça c'est autre chose. Mais moi, je sais que, par exemple, un exemple bête, il y a un jeune homme qui est décédé il n'y a pas longtemps, que j'ai adoré, je l'ai rencontré. Alors, quand je dis ça, bien évidemment, je le dis sur Internet, partout, mes collègues me disent du doigt, ça craint quand même. Et quand j'ai rencontré ce jeune homme, je n'ai pas rencontré le jeune homme en tant que tel. Par contre, j'ai rencontré une information de ce jeune homme.
mais suffisant pour savoir que c'était lui. Et j'ai su que c'était lui parce que j'avais rencontré les parents. Mais ça a été éblouissant. C'est-à-dire que moi, je suis resté avec ce jeune homme. Je n'avais pas envie d'écrire. Après, j'ai écrit. Et j'ai écrit parce qu'on a discuté, et puis c'était bien d'écrire. Mais l'idée de ce jeune homme, c'était sa vie, c'était de nous dire, faites gaffe à la Terre. Faites gaffe à ce monde. Il me plaît, ce monde. Il avait construit toutes ses études là-dessus. Il avait fait plein de choses. Et j'ai autorisé, je me suis autorisé, et il s'est autorisé à ce qu'on se prête l'un et l'autre un équipement. Lui, il m'a prêté son savoir, que moi, je n'ai pas. Hein. Et moi, je lui ai prêté un peu de matérialité, que lui n'avait plus. Alors, est-ce qu'il est dans un monde immatériel? Absolument pas. Il est juste dans un autre monde où l'information est différente. En d'autres termes, euh, est-ce qu'un monsieur qui parlerait sur Antenne 2, il est dans le même monde qu'un monsieur qui parle sur Antenne 1? Non, c'est pas Antenne, c'est TF1. Eh bien, Antenne en plus, moi je suis vraiment vieux, c'est 32 maintenant. C'est France 2 et TF1. Et ils parlent en même temps. C'est-à-dire que si j'ai deux télés, j'allume les deux télés, une sur TF1, une sur France 2, et j'ai les deux qui parlent. Mais ils ne se parlent pas entre eux. Ils ne se voient pas entre eux. Moi, je peux les voir. On est d'accord? Et eux, ils ne peuvent pas se voir. La tour TF1 et la tour France 2, elle est trop loin. Eh bien, ce que fait quelqu'un qui a perdu un être cher, c'est qu'il devient un entre-deux, un entre-deux monde. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. On va peut-être découvrir un jour que c'est structurel à la pensée humaine. En tout cas, sa conscience a la capacité d'être un peu à droite, un peu à gauche. Alors je sais ici, parce qu'il y a Hilda, donc je sais qu'il y a des gens qui ont écrit des livres entiers, euh, parce que leurs défunts, leurs filles, leurs fils, leur avaient dit d'écrire. Et en tant que scientifique, je n'ai aucun problème avec ça. Mais aucun. Ni je ris, ni je me jette au pied de cette personne en me disant donne-moi la vérité transcendantale. Par contre, je m'interroge. Et plus je m'interroge, et plus je me rends compte que tout est bien conforme. C'est-à-dire que, comment vous expliquer ça? il, il faut que ça ait du sens. Pour que ça ait du sens, il faut que les brides d'informations ou les brides d'hypothèses puissent se retrouver dans une sorte de problématique suffisamment fournie pour que je puisse me dire après, là, c'est intéressant de chercher. Et un exemple, alors, je vous donne un exemple, là, c'est tout bête. En tant que chercheur sur, par exemple, euh, l'impact de la maladie dite cancéreuse sur le corps, eh bien, j'ai beaucoup d'éléments qui me permettent de faire l'hypothèse qu'effectivement, il y a un impact, parce que parfois, il y a de l'alopécie, parfois, il y a un amaigrissement, parfois, il y a une amputation, parfois, il y a ceci, cela. Et au bout d'un moment, je dis, donc, l'identité de la personne va pouvoir être atteinte parce que tel et tel élément. Eh bien, dans ce qui nous concerne, c'est-à-dire est-ce que les défunts nous parlent, on a la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des éléments troublants quand même. Le premier élément troublant, c'est qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils ne nous parlent pas. Alors quand je dis ça, généralement, mes potes neuro commencent à rire. Ils me disent, mais il est con, lui alors. Il n'y a aucune raison qu'il ne parle pas. Einstein il nous l'a dit, mais l'être vivant, c'est de l'énergie. Donc, depuis quand l'énergie meurt? Elle ne meurt pas. Mais nous, en Occident, pour certains, on a décidé que le cerveau était ce qui c'est que c'était la pensée.
Et si vous avez l'idée que le cerveau sécrète les pensées, effectivement, si le cerveau est mort, il y a peu d'identité. Mais comme il y a une expérience que nous faisons tous les soirs, que de nous endormir, le cerveau est atone, c'est-à-dire le néocortex, il n'y a plus. Il y a encore tous les mouvements, etc. On sait que le corps est vivant quand même. Mais le néocortex n'est pas là, et pourtant on va récupérer tout du néocortex. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où ça se loge. Où ça se loge, par exemple. Quand je regarde, on va prendre un exemple bête, je regarde Nathalie. Où elle est? Où elle est, Nathalie? Où elle est? Elle est dans son corps? Comment ça marche? Et nous, comme des benets, on se dit, ben, elle est dans son corps. Parce que quand il n'y a pas le corps, il n'y a pas Nathalie. Ben, je ne suis pas sûr de ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, je ne suis pas sûr de ça, parce que être d'accord avec ça, c'est être d'accord avec Lamartine. Un seul être vous manque et la Terre est dépeuplée. Moi, je suis certain que quand je ne suis pas en relation avec quelqu'un d'autre au niveau physique, rien ne m'empêche d'être en relation à un autre niveau. Alors, il y a le niveau Apple aussi, mais ça, c'est autre chose. Hein, c'est un niveau technologique. Je peux être à un autre niveau parce que je ne suis pas qu'un être biologique. Et vous voyez comme on a construit la science au siècle dernier, au 19e siècle, c'est le corps construit le cerveau, qui le cerveau construit les pensées, qui les pensées construisent l'individu, qui l'individu construit la société. C'est comme ça qu'on a été élevé à l'école. Mais j'ai un scoop pour vous, c'est faux. C'est faux. Et le corps n'est pas celui qui construit la conscience. Dans toutes les traditions, on voit que le corps ne construit pas la conscience et que la conscience construit le corps. Et c'est pour ça que j'aime tant ces jeunes qui sont à l'université, qui nous proposent d'autres paradigmes, c'est qu'ils nous disent les vieux, donc moi, en l'occurrence, vous n'avez rien compris. C'est gentil quand même, mais tu me le diras quand tu seras taisé. On a quand même un pouvoir sur eux quand même. Hein. On va pousser. Eh bien, il me dit, Eric, mais pourquoi vous avez fait ça à la Terre? Alors, je les laisse parler. Et dernièrement, j'ai été très, très triste parce que ce qu'ils disaient était vrai. Et ils m'ont dit, tu sais, s'ils me tutoient, parce que les doctorants ont le droit, tu sais, ta, ta génération et celle qui est venue juste avant, vous avez tué la planète. La première chose qui m'est venue, c'est ils abusent quand même. Et puis après, ils m'ont montré. Ils m'ont montré mes conneries. Moi, Eric, quand j'étais petit, je m'en foutais de l'eau. Il y en avait de l'eau. J'avais vu vaguement Mad Max. J'avais vu vaguement des trucs de science-fiction. On me racontait qu'il y avait des planètes où l'eau sera le pouvoir. Mais et plein de petites choses comme ça. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tomber dans l'effet inverse. Hein. Quand je me lave les dents, je me fais un plaisir de laisser couler l'eau quand même. Il ne faut pas partir en biberine. Il faut aussi être rebelle de certains discours. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a fait que depuis à peu près 50 ans, 60 ans, on a gagné en technologie, mais vraiment, c'est un des trucs de fou. Hein. Regardez ce qu'on fait là. On n'aurait pas pu le faire il y a quelques années. Mais on n'a pas gagné en philosophie. On n'a pas gagné en sagesse. Et peut-être que c'est parce que maintenant, on se rend compte qu'il y a des choses inexpliquées et qu'on se refuse de les mettre au panier comme on faisait avant. Avant, quand vous disiez à un scientifique, ben voilà, il y a ma fille qui est morte et puis je lui parle, très rapidement, il vous disait, allez consulter un psychiatre. Et le psychiatre, très rapidement, vous donnait des médicaments qui faisaient que, justement, ben, vous ne pouviez plus voir.
Et ça, c'est important parce que maintenant, ça, c'est de moins en moins. Ça existe encore, mais c'est de moins en moins. Et alors, vous allez me dire, oui, mais alors, quand il y a quelqu'un qui son proche est décédé, il l'aime, tout est bon, et il n'a pas de signe. Ça existe, hein? Il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit à cette personne? On lui dit, ben, pas de chance. On lui dit, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Eh bien, on peut lui dire ce qu'on dirait à toute personne qui est très anxieuse. On lui dirait, il y a peut-être trop d'anxiété ou trop de chagrin. Mais comment ne pas avoir de chagrin quand quelqu'un est décédé qu'on aime? Et il y a des choses comme ça qui sont faites parce que l'anxiété, le chagrin, la peur, c'est de l'information. On est d'accord? Avant d'être une émotion, c'est de l'information. Et si on avait saturé son canal d'information, si quand je vais me coucher, au lieu d'être tranquille, j'ai joué aux jeux vidéo pendant je ne sais pas combien d'heures, j'ai regardé la télé pendant je ne sais pas combien d'heures, j'ai surchargé mon équipement de mots, de choses, je vais avoir du mal à dormir. On le sait, ça, maintenant. Surtout si mes yeux ont dû balayer pour des jeux ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, on préconise aux gens, pour aller dormir, de faire la paix à l'intérieur d'eux. En fait, on leur dit de faire ce qu'on faisait avant. Mais avant, on employait le mot prier. Maintenant, on emploie un autre mot, c'est pas grave. Et la paix en toi, et peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir. Et dans toutes les traditions du monde, lorsque le grand autre veut parler, le grand autre étant la divinité, le chef de tribu, la chose importante, eh bien, ça passe d'abord par des choses très, très anodines. Très, très anodines. Comment voulez-vous qu'un défunt puisse vous parler si pour vous, un brin d'herbe n'est pas une vie, par exemple? Comment voulez-vous que l'information d'un autre monde vienne dans ce monde si vous êtes incapable d'être dans ce monde? C'est pas mal, ça. C'est-à-dire que les gens qui reçoivent de l'information, eh bien, c'est pas les plus perchés, c'est les plus ancrés. Et il y a plusieurs façons d'être ancré dans la matière. La première façon d'être ancré, c'est d'être les deux pieds dans le sol, d'être un bon paysan et de savoir comment la matière vibre, comment elle marche, comment ça vit là-dedans. Et la deuxième, c'est l'appétence. C'est-à-dire qu'on n'aime pas la matière pour la matière, on aime la matière pour la voir. Et c'est vrai que quand on aime la matière pour la voir, on décide généralement que nos défunts ne nous parlent pas. Et quand on aime la matière pour ce qu'elle est, juste ce qu'elle est, eh bien, on peut découvrir au sein même de la matière des niveaux informationnels différents. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on est constitué de plus de vide que de plein. Quel physicien le sait. Et que à l'intérieur de nous, ça vit. En fait, je ne suis pas Éric Dudois. Je suis habillé de la conscience. Et à un moment, la conscience se nomme. Au moment où cette conscience se nomme, elle perd l'état de conscience universelle pour être juste Éric Dudois. Si je suis capable de ce phénomène-là, pourquoi je ne serais pas capable de l'autre phénomène? Et ça, c'est les chamans qui nous l'enseignent. Ou en termes plutôt occidentaux, on les appelle les médiums. Vous connaissez les médiums? Alors, il y a des grands arnaqueurs, et puis il y a des gens qui sont
étonnants. Ils sont étonnants, on ne sait pas comment ils font. D'ailleurs, eux-mêmes ne le savent pas. Mais il semblerait qu'ils aient au moins cette capacité que nous avons tous, de nous trimballer entre les mondes. Mais eux, ils ont dit oui à un moment donné. Ils n'ont pas eu peur. Nous, on a dit, ah, je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être je vais rester là. Qu'est-ce qui fait que quand on a un signe, on est obligé de le partager avec quelqu'un d'autre? Ben, c'est tout simple en psychologie. C'est parce qu'on n'a pas suffisamment foi en soi. Si j'ai suffisamment foi en moi, je n'ai pas besoin de te raconter quelque chose. Je l'ai vécu, ça me suffit. Mais généralement, ça ne suffit pas. Et les rêves, c'est pareil. Pourquoi on se raconte des rêves? Ben parce qu'on a besoin de le raconter à quelqu'un de vraiment intime. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose d'intéressant parce que ça veut dire que tout ce qu'on appelle les OBE, les sorties hors du corps, les EMI, c'est-à-dire les, je ne sais même plus ce que ça veut dire, ah, les Near-Death Experiences, et les phénomènes médiumniques, les phénomènes de les morts nous parlent, tout ça, c'est sur une même trajectoire qui est là pour nous dire c'est quoi l'identité d'un être humain. Et aux grandes dames de nous tous, c'est très complexe. C'est beaucoup plus simple de construire une centrale nucléaire que de savoir qui je suis. Quand vous voyez le retard des centrales nucléaires, vous vous dites qu'il y a du boulot. Qui c'est je? La première fois où il m'a été donné la joie de croiser un regard si sympathique de celui qui était celui de Carla Marie, elle avait 9 ans, 8 ans, je ne sais plus. Maintenant, quand je la croise, elle n'a pas du tout cet aspect-là. Mais alors, pas du tout. Elle a grandi entre-temps, vous allez me dire, peut-être, mais elle a bigrement grandi. Hein. Mais simplement qu'elle a, moi, pour moi, je ne l'ai jamais connue quand elle était vivante. Donc, je n'ai pas besoin de, de ce moulage, vous voyez. Donc, je peux la voir telle qu'elle est, c'est beaucoup plus simple pour moi. Par contre, si je suis sa maman ou son papa ou quelqu'un de proche, sa grand-mère, j'aurais beaucoup de mal de la voir autrement qu'à 9 ans. Ah, je peux l'imaginer, mais j'aurais du mal. Et vous voyez, on est tous tributaires de notre identification. On est identifié à. Et quand je parlais du jeune homme de tout à l'heure, qui était venu un jour, alors que je parlais à ses parents, avec Nathalie d'ailleurs, et, et, et c'est une photo qui m'a complètement bouleversé. Et comment je savais que c'était lui, si vraiment, vraiment, à me dire, est-ce que je l'ai vu? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que c'est le... Eh bien, je suis incapable de vous dire comment je sais que c'est lui. Mais je sais que c'est lui. Son teint d'onde, je ne sais pas comment le dire, son odeur. Et je sais qu'il est là. Ça me... Puis il y en a plein d'autres. Et dire ça, il y a des confrères qui vont me dire, vraiment, c'est pas gentil. Parce que ça va faire du mal à ces personnes qui sont endeuillées et qui doivent faire le deuil de ce monsieur. Et moi, j'ai envie de leur dire, c'est peut-être gentil, parce que ça va leur montrer que le deuil, il faut le faire. Ça, c'est inéluctable. Ça ne changera rien, il faudra le faire. Et voilà. Mais ça ne sera pas pareil de faire ce deuil en disant, je fais le deuil de nothing, de rien, et je fais le deuil de quelqu'un qui est juste parti à l'autre bout de l'univers. Tant que l'univers a un bout. C'est pas du tout pareil. Et ça ne veut pas dire que je suis un marchand d'espoir ou un arnaqueur. D'abord, il y a
pas d'argent, il n'y a pas trop d'arnaques, mais ça veut juste dire que je ne me limite pas à une pseudo-science qui voudrait être raisonneuse et que j'accepte la science comme étant une méthode qui m'aide à comprendre le monde. Mais comprendre le monde, c'est bien, mais il y a de multiples façons de le comprendre, le monde. Alors, on le sait, on a eu de la chance, on a eu un Covid il n'y a pas longtemps, vous vous souvenez? Non, on était tous masqués, tous, c'était très marrant. Et moi, j'ai adoré cette période-là. Parce que dans cette période-là, ils nous ont pondu un article dans le Lancet et on s'est aperçu qu'il était faux. Et ça m'a plu. Le Lancet, c'est la revue de médecine la plus haute en termes de scientificité. Eh bien, eux aussi, ils peuvent se planter et dire des grosses bêtises. Ils se sont plantés, en plus, ils ont été plutôt doux. Et en même temps, une chose que peu de gens savent, c'est qu'il y a un monsieur cardiologue qui s'appelle Tim von Loven qui a écrit dans le Lancet, il y a très longtemps, hein, en 2000, quoi qu'en 2001 en plus. Il a écrit au sujet de ses patients, parce qu'il était cardiologue, et il s'est dit, est-ce que mes patients font des EMI? Et il s'est rendu compte que ses patients, un large pourcentage, faisaient des EMI. Et le papier était accepté dans le Lancet. Ben, il est étonnant, ça. C'est étonnant, quand même. On n'en parle pas. Il y a un autre monsieur qui s'appelle le docteur Mario Beauregard. C'est pas mignon, ça. C'est un Québécois, on pourrait avoir un nom pareil. Et il a écrit une charte que, que j'ai signée, que d'autres ont signée, qui est une charte qui dit la chose suivante, c'est que nous, en tant que chercheurs, on arrête d'être dogmatique. C'est-à-dire, on arrête de dire ce qu'on ne comprend pas. Quand on ne comprend pas, on dit je ne sais pas. Et cette charte, elle existe hein, sur Internet, tapez charte des chercheurs. Et vous avez plein de noms, des biologistes, des physiciens, des médecins, tout ce que vous voulez, qui ont signé cette charte pour dire qu'on avait besoin de changer de paradigme. Pour dire que le paradigme néo-matérialisme du XXe siècle, il a fait sa vie, c'est bien, il nous a aidés, il nous a permis plein de trucs, mais que maintenant il est à bout de souffle. C'est que si on veut continuer à découvrir des choses, vraiment découvrir, pas améliorer des choses, vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a plus de vraies découvertes scientifiques? Il y a des améliorations scientifiques, mais il n'y a pas de découvertes. Maintenant, il y a des découvertes grâce à nos jeunes qui se servent de la science et d'autres choses et qui commencent à nous dire, les gars, il y a d'autres façons de produire des légumes. On peut produire des légumes sans eau. On peut faire ceci sans cela. On peut parler avec les morts. Oui, oui, ah, oui. Faut être con pour pas. Hein? Non, c'est pas une question de croyance. C'est un fait. Et ça, c'est étonnant. Je trouve qu'on vit une époque étonnante. Mais pour que cela puisse advenir, il faut oser. C'est un terme de Maïmonide au XIIe siècle. C'est quoi un thérapeute? C'est quelqu'un qui ose. Alors qu'à l'heure actuelle, un thérapeute, c'est quelqu'un qui suit un protocole. C'est pas la même chose. Hein. Je disais à mes étudiants cet après-midi, je leur dis, avant la pénicilline, avant toutes les découvertes de Big Pharma, comment on faisait pour se soigner? Et une étudiante me répond, au Moyen-Âge, eh bien, on se tapait sur l'autre côté, comme ça on avait moins mal. Je lui dis, mademoiselle, il va falloir revoir ce que vous pensez du Moyen-Âge. Et je me suis aperçu que le mythe des Lumières avait encore frappé chez cette jeune personne. Tout le monde s'est foutu de sa gueule après, hein, quand même. Tout le monde étant les autres étudiants qui se sont dit non, quand même, allons. Il y a une étudiante qui dit, mais je crois que ma grand-mère l'utilisait, et puis on était parti là-dessus. Alors, je les ai un peu laissés.
Et bien oui, au Moyen-Âge, lorsqu'on avait des rages de dents, qu'est-ce qu'on mettait dans la dent qui était un peu carriée, un peu pourrie? C'est pas un clou de girofle. N'importe quelle grand-mère, c'est ça. Alors moi, j'ai essayé. Euh, j'ai abandonné avec le Doliprane au bout d'un moment. Alors, je me suis dit, bon, la grand-mère, elle est bidon. Et je me suis dit, elle ne peut pas être bidon. Je réessaye. Et en fait, ça dépendait aussi de ma capacité. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis né, on m'a dit, du Doliprane, t'as plus mal. Et j'y crois. Ou le girofle, un peu moins. Mais voyez où je veux vous entraîner? Quelle est notre capacité de concevoir le monde? Comment est-ce qu'on le voit? Comment on l'appréhende? Comment on se positionne dans ce monde? Lorsque, lorsqu'il n'y a pas longtemps, avec tous ces enfants du Point Rose, à des moments, je me dis, mais non de Zeus, comme c'est beau. Et alors tout le monde me dit, mais tu n'es pas un peu malade de dire ça? Je dis, écoutez, je vais au Point Rose, ça me fait du bien. Alors, mais pourquoi ça me fait du bien? Mais parce que je rencontre des gens extraordinaires. Je rencontre une jeune fille que j'ai rencontrée. Elle était extraordinaire, Léa. Léa, j'appelais Léa. Elle était extraordinaire, Léa. Léa, au début où je la rencontre, elle était déjà très, très, très malade. Et donc, la rencontre chez ses parents, c'était. Mais voilà, j'en pleurais, moi, parce que ces gens sont d'un amour incommensurable. Incommensurable. Alors, on avait fait une stratégie un peu bancale, mais je m'occupais de Léa, et puis Nathalie, elle parlait un peu avec les parents, etc. Et puis Léa, je ne savais pas, moi, ce qu'elle pensait. Alors, je lui prêtais ma psyché. Et j'essayais de comprendre ce qui arrivait à Léa. À un moment, elle me parle de poney. Je dis, oui, si tu me parles de poney, même un poney arc-en-ciel. Je ne connais pas, moi, de poney arc-en-ciel. Par contre, tout le monde connaissait les poneys arc-en-ciel. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas eu d'enfant. C'est un poney qui a une queue en arc-en-ciel, c'est ça, non? Ouais, je ne sais plus. Oui. Rainbow Dash. Ouais. Et je ne savais pas. Et puis après, elle me parle de sa peur. Parce on n'est pas dans la doucerette, là. On est dans la vie, et la vie, ça fait peur. Elle me dit quand même, ça fait un peu flipper d'aller de l'autre côté, quoi. Alors, elle ne me le dit pas comme ça, parce qu'elle avait plus de mal. Mais elle disait, j'ai peur. Et elle disait à son papa et à sa maman. Il n'y avait pas besoin de psy, son papa et sa maman, ils rassuraient Léa. Après, moi, j'étais là un peu parce que des fois, il fallait qu'on se dise des choses ensemble, parce que c'est dur à dire à son papa et sa maman, je pars, je m'en vais. Mais moi, ce que j'ai vécu avec elle, c'était qu'elle n'était pas toute seule. Il y avait d'autres bambins avec, d'autres bambins du Point Rose, en plus, je pense qu'ils se tiennent la main, et elle n'était pas seule. Et ça, c'était important pour moi. Comme ces gens qui meurent chez les adultes, donc là où je suis, et qui me disent oh, il y a papa, maman qui est venu me chercher, j'adore. J'avais le petit Alexandre, quand je dis le petit, il avait 25 ans quand même, hein, ou 22, qui me dit il y a mes grands-pères qui viennent me chercher. Et il était en transe hypnotique, je l'avais mis là-dedans. Et il me dit Eric, je fais quelque chose, je ne veux pas y aller. Je lui dis mais qu'est-ce que je fasse, moi? On savait marcher, ils avaient attendu un peu. Puis après, il revient en chantant. On est en cancérologie, il a un sarcome, il sait qu'il va mourir, sa maman le sait, son papa le sait. C'est l'enfer. Je viens le voir, je m'assois, on discute 30 secondes, je le fais respirer et il revient, il me raconte ce qu'il voit, etc. Et puis il revient, il me dit putain, on a chanté, c'était extraordinaire. Et il chante. Et il me dit, mais à un moment, ils ont quand même tendu les mains. On ne comprenait plus rien. Je dis, qui c'est qui a tendu les mains? Il me dit, ben, papy, au pluriel, c'est deux papys. Et je ne savais pas, c'est sa maman qui m'a dit après que ces deux papys s'entendaient merveilleusement bien.
et qu'ils avaient un petit peu éduqué le petit Alexandre. Mais ça n'est pas beau, ça? Pourquoi on va se raconter que des choses de malheur? Et quand tout à l'heure, je vous parlais de ce jeune homme qui m'a transpercé, mais si je vous raconte son décès, mais on a juste envie de se pendre, on a juste envie de dire, mais c'est pas possible, c'est ignoble, c'est trop. Et en même temps, qu'est-ce que j'en sais de la trajectoire de ce jeune homme? Je vais m'autoriser son prénom parce qu'il est trop beau, son prénom c'est Mathis, c'est de sa vie. Mais je sais qu'il est passé d'un monde à un autre monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur. Je sais que pour les parents, c'est un manque, c'est un vide intersidéral. Mais en même temps, ils peuvent tisser avec quelque chose où il n'y a pas que du vide, il y a de l'information. C'est-à-dire celui qui a été Matisse et voilà. Et plus peut-être avec nous, et on ne peut plus toucher sa chair, on ne peut plus sentir son odeur. Ça, oui, on ne peut plus. On ne va pas se mentir, on n'y arrive pas. Peut-être en rêve, des fois, ou en rêverie, quand des coups on sent un parfum puis qu'on aime. Ça, oui. Mais il faut qu'on arrête de dire que nos mondes sont des mondes clivés. J'ai l'impression d'entendre le curé de mon enfance. Lui, il me disait les vivants avec les vivants, les morts avec les morts. C'est réducteur comme truc, mais bon, les vivants avec les vivants, les morts avec les morts. Puis après, quand j'ai fait théologie, j'ai compris qu'il disait que des conneries. En fait, quand Jésus disait ça, c'est qu'il était contre le fait, Jésus, de toujours, de toujours être dans le passé. Ça, le Père Jésus, il était dans le présent, lui. Donc il disait, parce qu'il avait vécu des deuils lui aussi, il disait, ben, mais ceux que j'ai perdus à un moment donné, je les ai perdus à un moment donné, mais je les ai retrouvés 10 minutes après, et donc ils sont toujours présents. Je suis pas dans le passé, je suis dans le présent. Et puis il y a des moments, on peut kiffer d'être dans le passé. Je sais pas vous, mais moi j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi. Mais par exemple, Martine, qui est celle qui m'accompagne dans cette vie-là, elle est un peu japonaise. Donc à chaque fois qu'on va en voyage, elle fait des photos qui servent à rien, on les regarde jamais. Mais de temps en temps, elle veut les regarder. Et là, je me dis, ah oui, tiens, ah oui, ah oui. Il paraît que ça sert à ça, les photos. Et alors, avec un ami en psychopathologie, on avait développé un appareil photo interne. Je vous jure que c'est vrai. Et alors, on regardait comme ça. On vient de prendre 2 photos. Et après, on comparait ce qu'on avait vu en photographie. Et on n'était pas couillons quand même. Enfin, on avait des grandes études. À l'époque, on était en DEA, donc on était un peu plus couillons. Et un jour, il me dit, tu sais, Eric, les Grecs faisaient des expériences avec les miroirs. Je lui ai dit, bingo, il y a du miroir à la maison. Il me dit, on va se regarder dans le miroir jusqu'au moment où on disparaît. Je lui ai dit, tu m'inquiètes un peu. Il m'a dit, non, t'inquiète pas. Lui, il était spécialiste des psychotiques. Et donc, on fait l'expérience du miroir, que je conseille maintenant à mes étudiants. Et si vous voulez flipper, vous le faites. Vous regardez dans le miroir de manière fixe. Au bout d'un moment, vous allez vous voir tout déformé. Et au bout d'un moment, vous allez disparaître. Et au bout d'un moment, la question va se poser, qui regarde qui? Et là, c'est la peur. Et c'est intéressant parce que dans toutes les spiritualités, il y a cette histoire-là du miroir. Dans toutes les spiritualités, ici, si on ne va pas tromper, il y a l'histoire de l'identité. D'ailleurs, dans le christianisme, quand on devenait moine, on abandonnait son nom. Hein, Pio, il ne s'appelait pas Pio. C'est au moment où on a fait Padre Pio, qui s'appelait Pio. Il y met Pio 11. Ah, chacun sait. Et pareil pour toutes choses. Et pareil pour Yeshua.
Il y a des textes qui nous disent qu'en fait, il n'est pas né Yeshua. Il est né Youssaf. C'est logique parce que Youssaf ben Youssaf. Youssaf, fils de Youssaf. Puis à un moment, on le nomme Yeshua. Et puis il subit des initiations, je ne sais pas comment l'appeler, des choses bizarres. Et là, on va l'appeler le béni. En termes grecs, le Christ. En termes hébreux, le Meshaïr. Et on va tous en faire une histoire. C'est pas bon? Eh bien, lorsqu'on perd quelqu'un, à un moment donné, on a un signe. Il faut oser l'histoire. Moi, j'aime ces mamans et ces papas qui, des fois, me disent, j'ai pas de signe, j'ai rien. Mais ils osent quand même l'histoire. Ils font une histoire du fait qu'ils n'ont rien. J'ai une dame, qui est une jeune dame, qui a perdu son fils. Et son fils, il avait 13 ans, elle l'a perdu du jeu du foulard. Tous les petits de la terre, etc., lui ont dit des trucs, puis je ne sais pas comment elle a atterri. Ah oui, c'est Nathalie qui me l'envoie. Elle a atterri dans mon bureau à la Timone, et elle me dit, mon fils est mort du jeu du foulard. Je suis, voilà, j'en peux plus. Et moi, je lui dis, avec un fils pareil, ça devait être génial. Elle me dit, oui, il était très turbulent. J'ai dit, très curieux. Elle me dit, oui, c'est ça. Et je lui dis, mais c'est normal. Il a fait le jeu du foulard parce qu'il voulait voir de l'autre côté. Bon, le jeu s'est mal terminé, entre guillemets, mal. Mais c'est quoi que nos enfants cherchent lorsqu'ils font des jeux aussi débiles? Et voir de l'autre côté. C'est quoi que nos enfants essayent de nous dire? Parce que eux, ils viennent de naître, que nous, on est des vieux barbus. Enfin, pour mon compte, on est des vieux sur cette terre. Et que c'est fini. On est complètement cloisonné dans notre appareil à penser des pensées. Eh bien, les enfants, ils sont comme les médiums. Eux, ils nous disent, ouais, il y a Tata Germaine, je l'ai vue hier dans le jardin. Ou alors, ils nous disent, cette nuit, j'ai volé. Et nous, on répond, t'as rêvé. Si on arrêtait nos bêtises, si on écoutait nos bambins, si on arrêtait de croire que la façon dont nous déterminons le monde est la juste façon, si juste on se disait, finalement, tout simplement, je suis habillé de conscience, j'habite la conscience, je suis locataire de moi-même. Et si je suis sur cette terre, eh bien, j'y suis peut-être pour juste un truc, partager, aimer, découvrir. Je ne suis pas là pour dire à l'autre, j'ai raison. Je suis là pour dire à l'autre, raconte-moi. Comment toi, tu as raison? Ça va changer beaucoup de choses. Quand j'écoute un papa ou une maman qui me raconte que à chaque fois qu'elle voit un papillon, elle voit sa fille, je lui dis oui, parce que c'est un acte symbolique. Le papillon, c'est l'âme. Et quand je vois un être humain, parce que j'en vois à l'hôpital qui me disent, je ne veux pas voir de psychologue. Alors, généralement, je vais les voir, ceux-là. Je dis bonjour, je suis le docteur Dudu, et je viens vous voir parce que vous ne voulez pas me voir. Et alors, ils me disent, bon, je dis, pourquoi vous ne voulez pas me voir? Ah, ils disent, mais j'ai pas besoin. C'est généralement des hommes. Hein. Pas besoin, allons. Je sais où je vais, là. Puis, vous allez où? Je vais mourir. Toi, je vous écoute. Il dit, mais vous n'avez pas besoin de m'écouter, je sais où je vais. Et alors, des fois, parce que je ne peux rien pour eux. S'il ne veut rien, si moi je tends le crayon, s'il ne veut pas le prendre, il ne le prend pas. Et je lui dis, vous êtes sûr que vous savez? Il me dit, oui, je m'en vais. Mais moi, quand on me sort par la porte, je rentre par la fenêtre. Donc ça va, je rentre après, quand il est un peu plus mal. Et là, je ne suis pas là pour lui dire, alors, c'est moi qui avais raison. Je suis juste là pour lui dire, on peut parler maintenant? Généralement, il me dit oui. Et puis on parle. Généralement, il me raconte sa vie.
Et ça, j'aime, c'est dans mon métier. Il me raconte sa vie, c'est beau, une vie d'homme. Mon Dieu, que c'est beau. Il y a des choses importantes dans cette vie-là. Et des choses, des petites choses. Et puis à un moment, il réalise qu'il va quitter tout ça. Et là, il pleure. Et ce moment-là, il est sacré. Ce moment-là, il est sacré. On peut être sûr qu'il va être suivi de quelque chose d'extraordinaire. Et il me dit, il sort une vieille carte ou une vieille photo ou quelque chose comme ça qui lui rappelle, je me souviens. Et on est parti. Et on est parti où, si ce n'est ailleurs? Donc, cet ailleurs qui est présent, c'est ça la vie. Il faut qu'on arrête de, de mettre la vie en conserve. Et on la met trop en conserve avec notre tête. Donc vraiment, il ne faut pas que vous ayez peur. Peut-être que vous n'êtes pas scientifique, c'est très bien. Ça fait une religion de moins. Eh bien, vous n'êtes pas scientifique, mais n'ayez pas peur du scientifique. Ce n'est pas parce que la science dit que Colgate rend les dents blanches que Colgate rend les dents blanches. C'est dit à la télé, ça. Vous n'avez pas vu cette pub? Ils ont tout fait. Hein. Le mec, il a une blouse blanche. Mais ce n'est pas vrai. La vraie science, il y a beaucoup de vrais scientifiques qui sont adorables. Ils disent, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le vrai docteur, c'est celui qui vous regarde. Il a le masque encore, parce on a les masques dans les hôpitaux, et il a peur de l'enlever. Moi, je ne le mets jamais. Il me faut engueuler, mais ce n'est pas grave, je ne le mets jamais. Il a le masque, lui fait. Et vous voyez juste son regard, et déjà, il vous fait du bien. Ça, c'est un bon docteur. Juste son regard, et déjà, vous êtes apaisé. Même si vous êtes en réa. Et vous réapprenez des choses comme ça que vous savez depuis la nuit des temps. Vous savez au fond de vous, il ne sait pas ce qui est vrai. Et vous vous niez plus. Et si vous vous niez pas, si vous acceptez d'oser, si vous acceptez de dire, ouais, eh ben, moi, quand je vois un point rose, quand c'est Carla Marie, c'est Carla Marie, je t'emmerde. Virgule, je t'aime quand même. Eh bien, il peut changer des choses. Ça peut changer des choses. Vous êtes trop dans la norme sociale et il ne se passera rien. Si, Macron sera réélu une troisième fois. Mais la norme sociale, elle n'a rien à dire de ces moments de subjectivité inouïe. Elle n'a rien à dire. Là, derrière moi, je vois le livre d'une maman qui a perdu son fils aussi, d'un des jeux comme ça, du coup. Là. Son fils avait écrit des choses mais magnifiques. Ce livre, c'est nu. C'est le livre blanc. Et c'est étonnant. Si vous voyez, ce jeune homme, il a 14 ans, 13 ans, 12 ans, il nous écrit des trucs. Moi, ça m'énerve parce qu'à 12 ans, je n'écrivais pas aussi bien. Donc, autorisez-vous à aimer et à dire, ouais, je vois des... Puis, c'est pas la peine de vous justifier. Moi, maintenant, quand j'écris, je ne me justifie pas. Les collègues, ils me disent, ouais, mais alors, je dis, c'est de la phénoménologie. Ouais. Je te dis ce que j'ai vécu, je te dis ce que l'autre a vécu au travers de ce que j'ai vécu, ça s'arrête là. Alors, tu n'es pas sûr que ça soit vrai? La vérité, mon frère, ça n'appartient pas à ce monde. Point à la ligne. On n'a pas besoin de se justifier. On a juste besoin de s'aimer. Ou à l'heure qui se dépasse grandement, je me fais engueuler. Pas du tout, parce que nous, plus ça dure, plus on est heureux. Écoute, j'ai reçu des messages déjà te remerciant de tout ce que tu as partagé. Après, c'est presque impossible de réagir, de reprendre la parole après toi. Juste pour prolonger ce que tu viens de dire, j'ai envie de te demander, est-ce que les enfants
sont des défunts comme les autres. Est-ce que dans cet entre-deux-mondes que tu as décrit, puisque tu as dit que les endeuillés, les personnes qui perdent un être cher sont un peu comme ces médiums avec cette ouverture, cette sensibilité à percevoir les deux télés, les deux personnes sur deux postes différents. Est-ce que les enfants peuvent aider à être encore plus dans cet entre-deux-mondes? Est-ce qu'ils sont justement des défunts différents de par ce que tu as partagé sur Léa, Mathis et notre Mathis, puisque le jeune dont tu parles et qui a écrit ces beaux textes dans le livre qui est derrière toi s'appelle aussi Mathis. Est-ce que justement le fait d'avoir écrit ces textes, d'être dans cette capacité-là, fait d'eux des défunts différents? Et donc, qu'est-ce qui nous amène, il nous ouvre à quoi ces enfants? J'ai toujours pensé comme Dolto que c'était les enfants qui choisissaient les parents. J'ai toujours pensé comme elle qu'ils étaient d'accord et que les parents étaient d'accord. Donc, vous avez le droit de me jeter des tomates. Ça veut dire que, par exemple, toi, tu savais qu'elle allait partir tôt, ta fille, et que c'était comme ça, et que c'était prévu. Et comme c'était prévu, on a mis à l'intérieur de vous, je dis on, c'est vous, vous avez mis à l'intérieur de vous des choses qui vous permettent de le vivre. C'est pas donné à tout le monde de perdre un enfant. C'est tellement difficile. Et en même temps, cet enfant, lui, il a peut-être cette charge-là que de vous conduire à ouvrir les yeux. Et des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est pas facile. Et elle, se disent, quand vous marrez et que vous voyez un nuage qui forme un L et que vous dites, ah, Léa, je suis sûr que ça résonne dans tout l'univers. Et qu'à ce moment-là, Léa dit, welcome, mam. Bonjour, maman. C'est ça que ça sert. C'est à nous rassembler, à être ensemble, différemment. On ne va pas le nier, on ne va pas se raconter d'histoire, mais à être ensemble. Et moi, ma mère s'est fait enterrer donc à La Ciotat. Et je crois que j'y suis jamais retourné. Bon, fou royalement de ce truc. Mais à chaque fois que je passe devant, je dis salut, maman. C'est con, parce que je sais qu'elle n'est pas là quand même, je ne suis pas idiot. Mais c'est mon point d'accroche à moi. Salut, maman. Je l'appelais comme ça. Et puis des fois, je ferme les yeux, il y a son odeur. Elle mettait toujours de l'eau de Cologne Dior, je ne sais pas quoi. Là. Je ne pourrais pas vous décrire, mais je l'ai dans le pif. Et, et j'aime à penser que de temps en temps, elle vient, elle se dit alors, qu'est-ce qu'il fait le fiston? Et puis point à la ligne. Donc oui, les enfants, vos enfants, s'ils sont partis assez jeunes, c'est qu'ils avaient un job à faire. Pour eux, pour vous et pour nous. Parce qu'il y a toujours plusieurs niveaux. Eux d'abord, ça c'est primordial. Leur contrat à eux. Vous, parce que vous êtes très proches, et nous, parce qu'on partage l'humanité. Merci beaucoup, merci. Et je voudrais partager peut-être une dernière question pour ne pas te retenir trop longtemps. Après, si d'autres ont des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans les fils et peut-être même, si on n'a pas le temps d'y répondre à toutes maintenant, on pourra le faire avec Eric plus tard en vous envoyant les réponses. J'ai beaucoup de parents dont je sais que certains sont peut-être même pas venus ce soir t'écouter parce qu'ils ont cette souffrance de penser qui n'ont pas de signes. Ben moi, je n'ai pas la chance d'en avoir. Et donc, quelque part, ils sont meurtris par l'idée que, bah, super, comme tu l'as dit, plus de 20% de personnes ont des signes des défunts. Et eux, ils se disent, moi, mon enfant, ben, maintenant, on ne voit pas. Et pour eux, ils vivent ça comme un manque d'amour ou peut-être
leur faute, ou ben, quelque part, mon enfant m'en veut, ou j'ai pas fait ce qu'il faut, ou alors il m'aime pas autant que les autres enfants aiment les parents. Alors, tu en as un peu parlé dans la conférence, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à ces parents? Je dirais, vous savez que je suis ami avec un monsieur bizarre qui s'appelle monsieur Daniel Meroy et son épouse, madame Marie Croteau, qui a écrit vraiment un très bon livre sur la mort. Et ce monsieur a écrit un livre sur Yeshua que j'aime beaucoup. Et à un moment, Jésus donc rencontre Jean le Baptiste, ils sont adolescents, tous les deux, ils sont jeunes. Et, et Jésus, il est tout emballé, il lui dit, toi aussi, tu entends le Père, Ewoun, tu entends Ewoun? Il dit à Jean le Baptiste, et Yohanan, Jean le Baptiste, lui dit, tu sais, moi, il ne me parle pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il ne me parle pas parce que s'il me parlait, j'ai un caractère trop fougueux et je ferais peut-être n'importe quoi. Alors c'est comme ça. C'est comme ça que Aoun m'aime, dans ce silence. Quand j'ai lu ça, j'ai pleuré fort. Et je me suis dit, la prochaine fois que tu demandes quoi que ce soit, monsieur Dudu, tu te rappelleras de ça. Des fois, l'univers est silencieux. Bien souvent. En tout cas, moi, j'en fais l'expérience. Et ce n'est pas à moi de briser le silence. Quand l'univers m'offre un peu de mots de lui-même, je l'accueille, je suis en joie. Mais lorsqu'il m'offre le silence, je l'accueille et je suis en joie. Et c'est comme ça. On est tous différents. Mais quoi qu'il en soit, l'univers nous parle, qu'on entende ou qu'on n'entende pas. Merci Eric. Et tout à l'heure, tu as dit aussi, en parlant du clou de girofle et du doliprane, que quelque part, notre mental, notre, comme tu l'as dit, notre structure, notre appareil à penser les pensées, conditionne évidemment nos perceptions. Bien sûr. Et de ce fait, c'est vrai que ben, si on commence le chemin en se disant, en posant presque les conditions pour y croire, j'ai besoin de voir ça, ça, ça. Pour que le médium me dise vrai et que j'y crois, il faut qu'il ait dit ça, 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 ou qu'on pose tellement un cadre rigide, strict à la vie, mais même à nos défunts, on ne leur laisse pas cette possibilité de nous surprendre. Et c'est parfois quand on cherche plus les signes, quand on n'est plus à l'affût du moindre signe, que ça se révèle à nous, un peu comme si, tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'était co-construit. Il y avait une part où il fallait accepter que notre part, elle était au maximum qu'à moitié. Et la collaboration, après, elle est à l'autre moitié. Donc, si on pose, nous, le cadre de tout maîtriser, on ne laisse pas la place à cet étonnement-là et à cette vie de nous surprendre. C'est juste. C'est le chihuahua qui Qui est co-créateur aussi de la conférence. on arrête au-dessus. Oui, c'est très juste. L'appareil à penser des pensées, l'équipement, comme disent les maîtres de l'Advaita, ou la conscience témoin, comme disent les bouddhistes, elle est capable de voir l'architecture de notre mental qui a une puissance telle qui nous fait croire des choses qui ne sont pas. J'en veux pour preuve le nombre de gens qui ont peur d'avoir un accident de voiture alors qu'ils ne sont pas dans une voiture, les gens qui ont peur de ceci, de cela, ou etc., alors qu'ils ne sont pas en danger. Ça veut bien dire que l'architecte interne de notre psyché est extrêmement mobilisateur d'énergie. Et que c'est tellement mobilisateur d'énergie qu'on peut rétrécir la vie. Il y a des gens sur cette terre qui sont capables de retourner la terre sans se soucier de savoir si ça vit ou pas.
Il y a des gens sur cette terre qui peuvent se promener avec un fusil et tuer des animaux sans que cela ne leur pose problème. Et cela ne leur pose pas de problème puisqu'ils sont alignés à l'intérieur d'eux. Mais si moi, je fais ça, je ne peux pas, je ne suis pas aligné avec ça. Moi, je suis aligné avec autre chose. Et donc, à vous de vous aligner avec autre chose, à vous de vous permettre d'oser, à vous de vous permettre d'oser, d'être émerveillé. Si vous ne vous permettez pas ça, alors comme dans le film Ghost, qui est un très vieux film, vous verrez que dalle. Et pourtant, il y aura. Mais personne ne vous en voudra. Personne. La vie ne punit pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut écrire sur tous les frontons de maison. La vie ne punit pas. Même si ça fait mal, si ça nous arrache le cœur, il y a toujours un pour qui, pourquoi, mais pas simplement dans la tête, mais dans notre cœur, dans notre bassin, dans nos pieds, dans nos mains. Et ça, c'est important. C'est important. Il faut qu'on arrête d'être juste des êtres cérébraux. Il faut qu'on arrive à être autre chose. Il faut qu'on arrive à être des vrais bâtisseurs. Pas simplement des bâtisseurs d'idées. L'idée, c'est la racine grecque, c'est eidolon. C'est une idole. Il faut qu'on soit des bâtisseurs dans la matière. C'est un peu ce que m'ont dit ceux que j'ai rencontrés de l'autre côté. Je vous remercie beaucoup. Alors, je vais bien sûr te remercier toutes les personnes qui nous ont suivis. Avant de nous quitter, je voudrais vous parler d'un nouveau rendez-vous inspiré de l'idée un peu du dernier livre de Stéphane Alix, notre ami Stéphane, qu'on aime beaucoup avec Eric et qui vient d'éditer un livre qui s'appelle Un fantôme sur le divan. Dans ce livre, il interroge des psychiatres, des psychologues avec cette casquette qu'Éric a d'être garant un peu du psychopathologique. Mais nous, on sait quand c'est vraiment hallucinatoire et quand il y a une vraie pathologie psychique et quand ça peut être quelque chose d'autre. Et il a proposé une sorte de hashtag qui s'appelle « J'accueille l'extraordinaire », qu'il invite les thérapeutes, les personnes, les professionnels à peut-être mettre sur leur carte de visite, sur leur profil Facebook pour rassurer les personnes qui vont oser parler peut-être d'un signe, de quelque chose, qui ont tellement peur de paraître fous ou de s'illusionner ou que le thérapeute ne les prenne pas au sérieux, qui souvent ils vont se censurer alors qu'ils ont ce besoin de le partager. Donc, on s'est aperçu au sein du Point Rose que ce qu'on fait tous et que j'ai fait moi-même, on a ce besoin de partager ces signes, ces expériences, ces VSCD, parce que justement, comme tu le disais, sans doute, on manque de confiance en soi pour y croire sans les partager. Et ces partages-là, ça nous aide souvent sur le chemin du deuil, surtout au début, jusqu'à ce qu'un jour, on n'ait peut-être plus besoin de les partager tellement c'est évident, c'est ressenti, c'est fort. Alors, on a créé un rendez-vous mensuel avec Hilda, qui est là ce soir avec nous, et qui permettra aux parents, aux personnes, enfin parents ou pas parents d'ailleurs, qui le voudront, de venir échanger, partager leurs signes, leurs ressentis, et peut-être écouter ceux des autres pour oser, comme tu dis, pour aller un peu plus loin et oser ressentir sans se juger et sans chercher forcément à interpréter toujours. Voilà, je voulais te le dire et le faire dans le cadre de cette conférence où tu nous as vraiment encouragé à aller sur ce chemin, à oser. Et dès demain à 20h30, donc pour ceux qui le veulent, vous pourrez partager avec Hilda qui est là. Je ne sais pas si Hilda, si tu veux dire un petit mot aussi. Nous partagerons dans le fil de la conférence et sur la page Facebook
le lien pour le faire et les coordonnées. Merci de me proposer cette possibilité de rencontre avec les autres, parce que c'est toujours ce qui est agréable, parce qu'il y a aussi la joie du partage. Personnellement, au début, je voulais partager, oui, pour être un petit peu presque soutenue, presque convaincue, mais maintenant, je suis tellement sur le plan personnel que c'est vraiment un bonheur pour moi, parce que je vis ça complètement autrement. Je vis cette relation complètement autrement. Donc, je serais ravie de partager, d'écouter. Voilà, et puis j'espère qu'il y a du monde demain pour qu'on puisse faire un peu plus connaissance. En tout cas, merci. Merci Hilda. Éric, le mot de la fin? Le mot de la fin, aimez-vous les uns les autres. Alors ça paraît couillon, aimez-vous les uns les autres, mais je pense que c'est la chose la plus belle qu'un être humain puisse dire à un autre être humain, c'est que la chose qui nous lie en bas et qui nous lie en haut, c'est l'amour. Merci infiniment, Éric. Merci. Je vous embrasse tous et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Merci. Merci, Éric.